Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau webinaire présenté par les techniques de l'ingénieur. Le webinaire d'aujourd'hui va durer environ 40 minutes pour la présentation et nous aurons une séance de questions à la suite de cette présentation. Les invités d'aujourd'hui sont Assad Zougaib, responsable scientifique au CES Mines ParisTech, et Jérémy Fricker, ingénieur des mines d'Albi et docteur en énergétique et procédés des mines ParisTech. Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui est intitulé Méthode pour l'efficacité énergétique des procédés industriels, de l'audit avancé à l'innovation technologique. On va traiter ce sujet en deux parties, avec une première partie plus méthodologique qui sera présentée par Assad, et une deuxième partie qui sera consacrée à l'étude d'un cas industriel concret, présenté par Jérémy. Je vous rappelle que l'édition 2015 des Rendez-vous Carnot se tiendra les 18 et 19 novembre à Paris. Au cours de ces rendez-vous et dans le cadre du programme organisé en partenariat avec les techniques de l'ingénieur, une conférence abordera à nouveau le thème de l'efficacité énergétique des procédés industriels. Elle sera également animée par Assad et Jérémy. Deux précisions techniques pour terminer. Vous avez la possibilité de poser des questions via l'interface GoToWebinar, questions auxquelles nous répondrons à la fin de la présentation. Et de plus, la présentation d'aujourd'hui sera enregistrée et sera donc disponible dans les prochains jours sur le site des techniques de l'ingénieur à la rubrique Actualité. Je laisse donc la parole à Assad qui va présenter la première partie et je vous souhaite une bonne présentation à tous. De cette introduction, donc on va vous présenter une démarche méthodologique pour atteindre l'efficacité énergétique, la haute efficacité énergétique dans les procédés industriels. Donc c'est une démarche qui va de l'audit avancé jusqu'à l'innovation technologique et la réalisation de démonstrateurs. Donc cette présentation se fera en deux parties. Donc je présenterai la première partie qui décrira la méthodologie et la démarche. Et puis Jérémy Fricker, qui est ingénieur de recherche au CES Mines ParisTech, fera la deuxième partie qui est un exemple concret montrant l'application de cette méthodologie et aboutissant à la développement d'un prototype industriel. Donc le contexte de ce travail est assez connu. Donc on est aujourd'hui face à une diminution des ressources énergétiques fossiles et aussi un phénomène de réchauffement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre issues essentiellement de la combustion des énergies fossiles. Donc ces deux phénomènes conduisent à des défis qu'on doit relever pour pouvoir répondre à ces problématiques. D'un côté, on doit trouver des sources d'énergie alternatives aux énergies fossiles, mais aussi on doit réfléchir à rationaliser notre utilisation de l'énergie de façon à réduire cette demande de l'énergie et donc ceci se fera par le biais d'une meilleure efficacité énergétique. Ceci se traduit par des réglementations et des volontés politiques. Donc par exemple le plan énergie-climat fixe à l'horizon 2020 20% des énergies renouvelables dans le mix énergétique français, 20% d'émissions de gaz à effet de serre en moins et une amélioration de l'efficacité énergétique de 20%. Sur un autre tableau, si on regarde la consommation d'énergie en France, on peut voir que les quatre secteurs habituels, donc l'agriculture, le transport, le résidentiel, les tertiaires et l'industrie, se partagent la consommation de l'énergie d'une façon inégale. On peut voir que l'agriculture est une partie faible de la consommation d'énergie, alors que les trois autres secteurs se partagent la plupart de l'énergie finale consommée en France. Si on focalise sur l'industrie, donc qui est représentée en rose, on voit que la consommation d'énergie finale en industrie a baissé continuellement depuis la fin des années 70. Ceci peut être expliqué par deux phénomènes.
Donc d'un côté, l'augmentation des coûts de l'énergie a conduit les industriels à rationaliser leur consommation d'énergie par l'augmentation de l'efficacité énergétique. Donc ce phénomène d'efficacité énergétique ne date pas d'aujourd'hui, mais aussi un autre phénomène qu'il faut prendre en compte, c'est la désindustrialisation en France qui peut être responsable d'une autre partie de cette baisse. Donc, maintenant qu'on a dit ça, pourquoi s'intéresser à l'industrie? L'industrie reste toutefois un lieu où l'énergie est consommée à forte intensité et puis c'est une consommation qui est localisée, donc ce qui permet d'accéder à des gisements d'économie d'énergie faciles et de taille importante. Donc ces gisements sont toujours disponibles et par contre, pour pouvoir les atteindre, il faut déjà les identifier et les quantifier. Pour cela, la réglementation impose l'obligation d'audit énergétique pour les industriels qui vont être amenés à réaliser un diagnostic régulier de leur efficacité énergétique. Donc, cet audit permet de mettre le doigt sur les gisements d'économie d'énergie et alerter l'industriel sur les gains en efficacité potentielle et en la réduction de coûts associés. Cependant, pour que cet audit ne devienne pas une charge supplémentaire administrative pour l'industriel et un coût que doit supporter l'industriel sans qu'il en tire des bénéfices, il faudrait disposer de méthodologies systémiques et systématiques d'audit qui permet de repérer les vrais gisements, de proposer des solutions réalistes et réalisables et donc enclencher un cercle vertueux. Pour illustrer et définir le problème de l'industriel, l'industriel a un souci central, c'est de produire des produits avec une qualité voulue et de vendre ces produits à ses clients avec la meilleure qualité possible. Donc, pour réaliser cette production, il a besoin d'un procédé, donc c'est un ensemble de technologies, d'équipements. Ces procédés vont générer des rejets et des effluents énergétiques et de matière, mais aussi il a besoin d'utilités énergétiques et de matière pour faire fonctionner son procédé, mais pour valoriser les rejets et les effluents, on a besoin de technologies de valorisation. Donc ceci constitue le système entier qui doit être analysé dans sa globalité, mais tout en laissant le produit au centre et au cœur de l'analyse. Et donc ça nous permet de poser la première question, et qui est la question essentielle, c'est quelle est l'énergie minimale requise pour transformer le produit et atteindre la qualité souhaitée. Donc cette énergie minimale requise est bien sûr une cible idéale théorique, mais qui fixe le cap en termes de performance. Et donc, en partant des choix actuels et du fonctionnement actuel du procédé, on peut définir les gains réalisables et on a besoin par contre de définir les moyens qui permettent d'atteindre ces gains et donc d'optimiser la part de l'énergie dans les coûts. Donc pour cela, la méthodologie doit couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur et donc c'est une méthodologie qui comporte un certain nombre d'étapes. Donc la première étape, c'est bien entendu le diagnostic, c'est-à-dire on a besoin
d'analyser le choix technologique actuel en réalisant un audit énergétique. La compréhension de la transformation du produit permet de notre côté de définir la cible théorique idéale. Et donc, on a deux situations, la situation actuelle et la situation idéale. Et en intégrant les contraintes technologiques et les problématiques du terrain, on peut aboutir à une situation réalisable techniquement et faisable en proposant un ensemble de solutions d'amélioration qu'on peut hiérarchiser par leur accessibilité technologique. Voilà. Donc, la première étape, c'est bien entendu, c'est de comprendre le procédé. Donc, un procédé, c'est quoi? Quand on le regarde de loin, c'est comme la figure le représente, c'est un ensemble d'opérations unitaires qui s'enchaînent. Donc, ça peut être des chauffages, des refroidissements, des séparations, des séchages, des condensations. Derrière tout ça, il y a un besoin de transformation du produit. Donc, on a besoin avant tout de comprendre la thermodynamique de la transformation, que doit subir le produit, parce qu'on ne s'amuse pas à chauffer et refroidir, on transforme un produit. Et ceci se fait par l'analyse énergétique et exergétique, et ça conduit à déterminer l'énergie nécessaire à chaque opération et à chaque transformation. Cette étape est fondamentale et nécessite une coopération forte avec l'industriel parce que c'est lui seul qui connaît la recette et c'est lui seul qui connaît les besoins de qualité et les besoins de transformation de son produit. Donc l'industriel doit être assez coopératif à cette étape-là et c'est lui qui définit les besoins. Donc, cette étape nous permet de faire deux choses, de comprendre les transformations, mais aussi de visualiser les opérations unitaires qui sont le choix. Donc, dans un premier temps, on va chercher à représenter le système actuel tel qu'il existe, donc la solution technologique actuelle de procédé. Et donc pour cela, on va faire ce qu'on appelle l'audit énergétique, qui consiste à aboutir au synoptique complet du système de production. Donc dans un premier temps, on va disposer de données issus des opérations unitaires, donc on va du bas vers le haut, et puis de relevés globaux de l'usine qui permettent d'aller du haut vers le bas. Et donc le but du jeu est bien entendu de réconcilier les deux approches du bilan, du bas vers le haut et du haut vers le bas, et ceci peut se faire que par des bilans d'énergie de matière qui permettent de cette mise en cohérence. Donc bien entendu, on dispose rarement de données complètes pour arriver à compléter tout le schéma et donc à l'issue de cette étape, on arrive à réaliser un synoptique partiel. Donc ceci doit être complété par soit des calculs et des simulations plus détaillées ou des mesures complémentaires. Souvent c'est et ou, puisque les mesures ne sont pas toujours possibles pour des problèmes de coût, de précision et de possibilité de les faire tout court. Donc à l'issue de cette deuxième étape qui est un peu plus détaillée, on aboutit au synoptique complet du procédé, ce qui permet de réaliser un bilan complet, d'aboutir à des indicateurs énergétiques qui permettent d'établir cette référence. Donc maintenant qu'on a la référence et maintenant qu'on a la compréhension de la thermodynamique des transformations, c'est-à-dire une représentation de l'énergie, de l'exergie de chacune des transformations, on est capable d'aller calculer et déterminer la cible énergétique
qui serait l'usine théorique à mettre en face du système actuel. Donc, on va faire appel à des méthodologies issues de la thermodynamique. Ce qu'on représente ici, c'est la méthode du pincement qui permet d'hiérarchiser l'utilisation de la chaleur par deux critères, la puissance d'un côté et puis le niveau de température de notre côté. Ce sont ces deux aspects ensemble qui permettent de réaliser une utilisation en cascade de l'énergie et donc de valoriser l'énergie à son bon niveau de température. Le graphique de gauche représente les besoins de chauffage et les besoins de refroidissement sur un même graphique. Et on peut voir sur ce graphique la zone grisée qui apparaît sur l'écran qui permet de montrer la zone où une récupération de chaleur par un échange direct entre les flux chauds et les flux froids est possible. Et cette récupération d'énergie c'est de l'énergie qu'on évite de dépenser au niveau des utilités. Sur le graphique de droite, on peut voir l'énergie résiduelle qu'il faudrait apporter au procédé. En rouge, on voit l'énergie de chauffage et en bleu, on voit le refroidissement. Le point qui est appelé pincement, donc qui est sur le graphique de droite au niveau de la température de 60 degrés, c'est la température qui sépare le procédé en deux. Au-dessus de cette température, on est en zone déficitaire en énergie, donc il faut apporter de la chaleur. Et en dessous de cette température, on est excédentaire en chaleur et donc le procédé rejette de la chaleur. Donc ceci nous permet de structurer tous les apports d'énergie et les refroidissements de façon à ne pas surconsommer l'énergie. De notre côté, pour apporter l'énergie résiduelle, il faut des systèmes, des utilités. Et donc, bien entendu, quand on a des systèmes à la plus haute température du procédé pour le chauffage et à la plus basse température pour le refroidissement, le procédé fonctionne et on satisfait les critères de qualité. Cependant, si on amène la chaleur au niveau où elle doit être amenée pour chaque besoin, on peut toujours satisfaire les besoins du procédé en termes de qualité de transformation. Cependant, l'exergie consommée par cette opération est plus faible que dans la situation d'avant et ceci permet d'amener de nouvelles façons d'apporter l'énergie via des systèmes thermodynamiques qui permettent cette fois-ci de réduire les besoins exergétiques du procédé. Ainsi, grâce à cette méthodologie et à l'analyse énergétique et exergétique, on peut trouver des règles pour placer les systèmes thermodynamiques. On peut regarder le procédé par un système où il y a 3 zones de température. Donc on a la température du pincement qui sépare le procédé en zone déficitaire et en zone excédentaire. La température ambiante qui permet de représenter les zones où les échanges où les rejets de chaleur peuvent se faire naturellement avec une source ou un puits de chaleur qui est l'ambiance, et une zone en dessous de cette température d'ambiance où on doit payer de l'énergie, de l'exergie pour réaliser le refroidissement. Donc, en ayant ces 3 zones en tête, on peut déjà trouver comment utiliser les systèmes thermaux qui permettent soit de fournir de l'énergie
avec un moindre coût énergétique ou bien de valoriser la chaleur dans le procédé. Donc la cogénération est bien entendu à installer au-dessus du pincement. Les systèmes ORC, donc c'est les cycles organiques de Rankine, qui valorisent de la chaleur pour la transformer en électricité, doivent être installés sous le pincement, mais au-dessus de la température ambiante qui sera le puits de chaleur pour le cycle ORC. Les systèmes frigo sont à installer de préférence sous la température ambiante puisqu'ils consomment de l'énergie, donc il faut apporter le froid que quand l'échange avec l'ambiance n'est pas possible. Ensuite, les machines à absorption qui permettent de produire du froid en utilisant de la chaleur doivent être installées sous le pincement puisque leur source d'énergie, c'est de la chaleur récupérée sur le procédé et le froid qu'ils produisent doit être utilisé sous la température ambiante puisque ils remplacent l'utilisation de groupes frigorifiques et donc ils permettent d'économiser de l'énergie consommée. Pour les pompes à chaleur, on peut distinguer les pompes à chaleur utilitaires, c'est-à-dire c'est des pompes à chaleur qui vont puiser la chaleur dans une source ambiante pour la fournir au procédé, donc pour la fournir au-dessus du pincement, et puis les pompes à chaleur procédés qui vont réaliser à la fois des opérations de refroidissement et de chauffage, donc on peut les appeler aussi thermofrigopompes. Ces pompes à chaleur sont à placer de part et d'autre du pincement. Donc ainsi, avec ces méthodologies, on est capable de définir une cible en termes d'énergie et d'exergie nécessaire pour faire fonctionner le procédé. Cette cible est bien entendu une cible idéale qui ne sera atteinte en pratique. Et donc, pour cela, on a besoin d'intégrer la réalité, on a besoin d'intégrer les contraintes du terrain. Bien entendu, on va s'écarter de la cible idéale, mais on va le faire en connaissance de cause. Et ces contraintes sont de deux natures. Donc, on a des contraintes liées au procédé. Donc, ces contraintes sont soit parce que l'équipement est figé, donc ça c'est un choix industriel, ou parce qu'il n'y a pas d'autre solution que de faire ainsi. On peut avoir des contraintes liées vraiment à l'organisation de l'usine, c'est-à-dire des contraintes spatiales. Quand on va cibler une valorisation de l'énergie entre une unité 1 située à un bout de l'usine et une unité 2 située à l'autre bout de l'usine, il n'est pas imaginable de réaliser cette valorisation d'une façon directe. Et donc, la plupart des temps, on va imaginer des réseaux de transport de cette énergie, ce qui vont conduire à s'écarter de la performance idéale, voire des fois, on peut s'interdire de réaliser cette récupération d'énergie, ce qui permet de s'écarter encore plus de la situation idéale. L'ensemble de ces contraintes sont à définir d'une façon très rapprochée avec l'industriel, puisque c'est l'industriel qui va juger du réalisme des solutions qu'on va lui proposer. Et donc, c'est une discussion continue avec l'industriel qui permet de bien construire les solutions. Et en fonction du volontarisme de l'industriel et de ses degrés de liberté, on va lever plus ou moins de contraintes et donc aller plus ou moins vers le système idéal. L'autre aspect est un aspect économique et donc une solution qui nécessite un investissement très important sans apporter un gain énergétique très important ne sera pas rentable et donc ne sera pas réalisé. Et donc, il faut intégrer l'analyse économique dès l'analyse des solutions pour ne présenter que les solutions qui font sens économiquement. Et donc, un compromis entre le gain énergétique et le coût d'investissement
doit être trouvé à chaque fois qu'on analyse la solution. Donc, une fois qu'on a intégré les contraintes, que ce soit les contraintes techniques et que ce soit les aspects économiques, on peut commencer à concevoir les solutions. Et donc, pour cela, il faut modéliser le système proposé. Il faut faire appel à des outils d'optimisation exergo-économique pour trouver le bon compromis entre le gain économique et le gain exergétique et l'investissement à mettre en face. Ensuite, on aboutit à un schéma de principe modifié qui intègre les solutions nouvelles, dans lequel on a de nouveaux composants, de nouvelles utilités, et pour ces systèmes, on a une estimation économique des gains et des coûts d'investissement et donc du temps de retour sur investissement estimé. Donc l'ensemble de ces solutions peuvent être hiérarchisées et on aboutit à un ensemble de solutions allant des solutions matures unitaires, donc on voit à gauche, ce sont souvent des solutions sur étagère, des systèmes connus et éprouvés, qui vont s'insérer dans une opération. Et donc, la plupart du temps, on constate que ces solutions n'apportent pas beaucoup de gains énergétiques et par contre ne nécessitent pas un investissement important. Les solutions matures globales, c'est des technologies éprouvées, donc matures, mais qui nécessitent une intégration entre plusieurs opérations. Donc, la mise en œuvre de ces solutions est légèrement plus complexe et donc nécessite plus d'investissement, mais le gain est beaucoup plus important. Et puis enfin, on arrive aux solutions innovantes unitaires. C'est la remise en cause de certaines étapes du procédé qui permet de réaliser des gains radicaux en consommation d'énergie, mais qui nécessitent des efforts de R&D puisque ces systèmes ne sont pas encore disponibles. Et donc, par définition, l'investissement pour accéder à ces solutions est plus important. Donc ainsi, on peut résumer ce classement par un coût d'investissement croissant en allant de gauche vers la droite et un gain sur les coûts opératoires qui est décroissant en allant de droite vers la gauche. Ce n'est pas une règle générale, mais c'est un constat qu'on fait généralement. Voilà, donc ça c'est la démarche méthodologique globale pour aller du diagnostic vers la conception des solutions. Maintenant, je vais passer la parole à Jérémy qui va présenter un cas industriel concret qui illustre cette démarche. Donc, il s'agit d'un développement d'une pompe à chaleur à très haute température s'intégrant dans un procédé de séchage. Donc, ce travail a été mené en partenariat avec EDF R&D. Et donc, je laisse la parole à Jérémy. Oui, merci Assad et bonjour aux auditeurs. Donc Assad vous a présenté toute la méthodologie et on va voir une application donc sur ce développement d'une PAC à trop de température qui va être intégrée dans un procédé de séchage et donc permettre une meilleure efficacité énergétique de ce procédé. Donc l'exemple d'application est dans l'industrie agroalimentaire. Alors pour faire un tout petit tour d'horizon de cette industrie, elle est un théâtre intéressant pour améliorer l'efficacité énergétique, car elle est le troisième plus grand consommateur dans l'industrie. Et de plus, contrairement à certains secteurs comme la pétrochimie, elle n'a pas grandement avancé son efficacité énergétique. Sa maturité énergétique n'est pas encore très poussée.
De plus, lorsqu'on regarde le type d'opération qu'il y a dans ce type d'industrie, on se rend compte qu'il y a des opérations à forte intensité et qui sont souvent des phases de chauffage et de refroidissement consécutives. Et donc on peut imaginer des solutions de récupération de chaleur venant puiser l'énergie pendant les phases de refroidissement pour les restituer pour les phases de chauffage. Donc le procédé que je vais détailler aujourd'hui est une opération de séchage, donc on en trouve dans plusieurs procédés dans l'agroalimentaire. Donc ici on a un sécheur en bas, donc des produits sont humides et on doit les sécher. Ils rentrent à droite et sortent à gauche. Pour les sécher, comment fait-on? Eh bien, on les met en contact avec de l'air chaud. Et donc de l'air chaud doit être produit. L'air chaud va être introduit dans le séchoir, et donc du fait de la différence de température et de pression partielle, l'eau va quitter le produit pour aller dans l'air qui va se refroidir et fortement s'humidifier. Donc on a besoin de deux apports d'énergie pour ce genre de procédé. C'est d'une part le préchauffage de l'air qui rentre à 20 degrés avec une humidité relative d'environ 50%, pour être chauffé à 100-120 degrés. Et donc même si l'humidité absolue est conservée, l'humidité relative va drastiquement chuter du fait de la température. L'autre apport de chaleur est directement dans le séchoir lui-même, ce qui va permettre de booster en fait l'évaporation et de compenser également les pertes énergétiques qui sont fatales à un séchoir donné. Donc ici, une contrainte industrielle avait été directement formulée, c'est qu'on s'interdit de toucher à l'équipement séchoir. Donc Assad vous a tout à l'heure parlé des contraintes qu'on pouvait rencontrer, donc celle-ci serait celle de l'équipement figé. Donc quand on fait l'analyse énergétique, on se rend compte que la consommation d'énergie est d'environ 1,05 kWh dépensé en chauffage pour évaporer 1 kg d'eau, et le préchauffage de l'air représente environ 30% de toute cette énergie à fournir. Donc c'est une opération qui est très énergivore. Quelles améliorations peut-on apporter? C'est là qu'on va se servir des méthodologies d'analyse énergétique et exergétique pour nous guider dans les choix de conception visant à atteindre une haute efficacité énergétique. Donc là, en traçant les courbes composites, donc on voit qu'il y a deux courbes. Donc la courbe bleue représente en fait le besoin de chauffage de l'air, donc qui passe de 20 à 120 degrés à hauteur de 1 MW. Et la courbe rouge, c'est en fait un fluide qui est assez particulier. Donc c'est l'air qui sort du séchoir et qui est à environ 70 degrés et qu'on peut refroidir avant de le jeter. Donc il y a une rupture de pente qui signifie le passage entre la chaleur sensible et la chaleur latente de cet air. En effet, à partir d'une certaine température, l'humidité contenue dans cet air va se condenser, et c'est pour ça qu'on peut prélever de la puissance à une température qui reste quasi constante. D'autre part, comme c'est un fluide qu'on va jeter, on peut imaginer pouvoir prélever une quantité de puissance qui n'est pas définie. Et du coup, la température de sortie va être dépendante de cette quantité de puissance qu'on s'autorise à prélever. C'est pour ça que j'ai représenté ce fluide en pointillé. Donc avec un pincement de 10 Kelvin qui est généralement atteignable dans ce genre de procédé, on se rend compte qu'on va pouvoir économiser environ 400 kW par échange direct. Donc c'est la zone grisée sur la figure de gauche. Comment cela se traduit-il en termes de technologie d'amélioration de conception? Eh bien, la solution pouvait être intuitée, c'est on va venir installer un échangeur entre les buées à 70 degrés et l'air neuf, l'air frais qui est à 20 degrés et qu'on va vouloir chauffer. Donc ceci permet déjà d'économiser 40% de l'énergie à fournir, et il reste 0,6 MW à fournir à 120 degrés. Donc est-ce qu'on peut valoriser davantage de chaleur? Eh bien là, c'est la grande courbe composite qui va nous donner une indication. En effet, on s'aperçoit qu'il y a donc 0,6 MW à fournir à la plus haute température, mais au vu de cette courbe composite, on se rend compte qu'il est pertinent de venir installer une pompe à chaleur procédée, donc qui va venir prélever la chaleur autour de 50 degrés pour la restituer au plus haut niveau de température. Donc on voit que c'est cet équipement qui est en vert.
Donc comment cela se traduit-il en termes de technologie? Eh bien, la pompe à chaleur est installée entre l'air qui va être jeté, donc c'est l'évaporateur qui va prélever la puissance sur cet air-là, pour la restituer au niveau du condenseur, au niveau de l'air qui va après rentrer dans le séchoir. Donc en estimant une efficacité par rapport au coefficient de Carnot de 0,6, ce qui est une hypothèse, on va dire, atteignable. L'expérience nous montre qu'on peut atteindre ce genre de performance, ce niveau de performance. On se rend compte que la consommation électrique va être de 0,178 MW, donc à mettre en comparaison avec les 1 MW initialement fournis en thermique. Seulement, peut-on améliorer encore cette pompe à chaleur? Eh bien, l'analyse exergétique nous montre que si on vient rapprocher les températures des utilités de la température du procédé, eh bien on va détruire un minimum d'exergie et donc avoir une solution plus performante. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc là, finalement, l'analyse énergétique et exergétique nous donne les billes pour réaliser des efforts de conception. En effet, il va falloir réaliser une pompe à chaleur qui atteint les hautes températures, 120 degrés, et qui permet de chauffer un fluide à 120 degrés, mais qui était initialement à 60 degrés, donc avec un grand écart de température. Ce genre de solution technologique avec un COP suffisamment élevé n'est pas classique, on ne trouve pas ça facilement dans le commerce, et donc on se dit qu'il est intéressant de faire un effort de R&D sur ce type de machine. Donc pourquoi un COP supérieur à 3,5? Eh bien c'est pour garantir une rentabilité économique de l'équipement. Donc est-ce possible? C'est le défi technologique qu'il est intéressant de relever. Donc quand on veut concevoir une pompe à chaleur, plusieurs questions vont se poser, donc notamment où on l'intègre, donc ça on vient de le voir, c'est entre 50 degrés et 120 degrés. Le choix du fluide, l'architecture de la pompe à chaleur et le choix des composants. Donc là on va être très rapide sur le choix du fluide car ce n'est pas le cœur de la présentation d'aujourd'hui. Mais grosso modo, on a depuis le 19e siècle fait des efforts pour améliorer ces fluides, donc tant sur leur performance que sur la possibilité d'atteindre des points de fonctionnement qui, par exemple en atteignant des très hautes températures, mais également sur des critères de sécurité et environnementaux, comme la dégradation de la couche d'ozone ou sur le réchauffement climatique. De plus, il va falloir aussi s'intéresser à l'architecture de cette pompe à chaleur. Donc ici, on voit plusieurs options possibles. Lorsque le fluide à refroidir et le fluide à chauffer se font avec une évolution de température qui est faible, il est intéressant d'utiliser une technologie, on va dire, classique, c'est-à-dire avec un fluide pur, une pompe à chaleur classique. Lorsque on prélève de la chaleur en effectuant un grand glissement de température sur le fluide à refroidir et un grand glissement de température sur le fluide à chauffer, il est intéressant d'utiliser un mélange, car la condensation ne se fait pas et l'évaporation ne se font pas à température constante. On va de ce fait détruire moins d'énergie. En revanche, lorsque l'évaporateur et la puissance à prélever à l'évaporateur se fait à température constante et la puissance à rejeter au niveau du condenseur se fait avec une variation de température, il est intéressant d'utiliser un cycle transcritique, donc où il n'y aura pas de condensation, et on va venir épouser le fluide à chauffer finalement. Donc c'est notre cas ici, donc ça va être ce choix qui va être fait, donc l'utilisation d'un cycle transcritique avec un fluide pur. Donc un autre aspect est le choix des composants. Donc ici, pour accélérer la conception, en fait, on va utiliser des composants qui existent dans différents domaines, comme par exemple un échangeur à contre-courant sur des gaz. D'autre part, pour les pompes à chaleur, il est assez peu fréquent d'avoir des pressions supérieures à 70 bars et d'avoir des températures de refoulement au-dessus de 150 degrés qui peuvent causer une dégradation de l'huile de lubrification. Donc en fait, c'est un pilote, nous avons réalisé un pilote avec ces composants, et donc voici une photo en bas à droite de ce pilote qui fait environ 30 kW et qui a plusieurs unités. Donc d'une part cette pompe à chaleur à très haute température,
Ensuite, une unité de préparation d'air humide saturé à 50 degrés qui va en fait simuler les buées qui sortent du séchoir. Une unité de préparation de l'air chaud à 60 degrés, donc on va vouloir amener à 120 degrés. Et une unité de refroidissement qui va permettre à cet air de circuler en boucle. Donc le choix du fluide a permis d'aboutir au R32 pour ses performances. Et on voit qu'on fonctionne à 25 bars et à 78 bars. Donc ce pilote a montré qu'on était capable d'atteindre un COP d'environ 3,8. Et là, ce qui est intéressant, c'est de venir simuler la performance de cet équipement dans le procédé que nous avons amélioré. Donc avec un COP de 3,8, on se rend compte que la puissance à fournir est de 0,158 MW. Donc ça nous permet d'économiser 27% d'énergie sur le procédé. Et si on s'intéresse simplement à la puissance qui était à fournir pour préchauffer l'air, on remarque qu'on économise 84% de l'énergie, donc en passant essentiellement en électrique. On a ici plus de thermique. Voilà, donc on a vu comment, à partir de l'analyse de la situation et de l'utilisation des méthodes d'analyse énergétique et exergétique, on pouvait orienter les efforts de R&D et une fois que ceux-ci sont réalisés, pouvoir améliorer un procédé tel que ici le séchage. Je vous remercie et je vais laisser la parole et prendre en compte vos questions. Merci Jérémy. Donc on a des questions qui arrivent. Je suis désolé, on a eu un petit problème de son, donc on va se passer le casque pour répondre aux questions. Il y aura un petit laps de temps entre la question et la réponse, mais ne quittez pas. Première question donc. Pouvez-vous réexpliquer en quoi consiste l'analyse exergétique et ses intérêts? Merci Pierre. Donc l'exergie, pour faire un petit rappel rapide, est un concept qui permet de représenter la qualité de l'énergie. Pour la chaleur, le niveau de température est un indicateur de la qualité de l'énergie et pour faire simple, l'exergie pour la chaleur peut être traduite comme étant la part de l'énergie thermique qu'on peut convertir en énergie mécanique. Et donc, plus la chaleur est fournie à haute température, plus elle contient de l'exergie. C'est pour cela que, par exemple, on voit que quand on a introduit la cogénération, on pouvait utiliser la chaleur à plus bas niveau quand le procédé le permet et profiter de l'écart entre la chaleur, la température de la combustion et la température à laquelle est fournie la chaleur pour transformer cet écart en énergie mécanique. De même façon, on peut utiliser l'exergie pour optimiser l'emplacement des pompes à chaleur. Et c'est comme ça qu'on peut voir, comme l'a montré Jérémy, que l'utilisation d'une pompe à chaleur classique permet d'avoir de moins bonnes performances que l'utilisation d'une pompe à chaleur transcritique où la chaleur est fournie d'une façon avec un écart de température et donc d'une façon qui épouse la courbe de demande et donc l'écart de température à chaque fois est réduit. Donc j'espère que j'ai répondu à cette question. A priori, les problèmes de son sont résolus. N'hésitez pas à me dire si... A priori, les problèmes de son sont résolus. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez mal. Donc la deuxième question. Existe-t-il des outils permettant de mettre en œuvre les méthodologies que vous présentez? Donc il existe un certain nombre d'outils. Ces outils vont d'outils qui appliquent simplement la méthode du pincement, donc qui permettent de représenter ces courbes composites qu'on vous a montré en
en début de présentation. Mais aussi, il existe des outils qui intègrent à la fois l'analyse du pincement, mais aussi la formulation de l'exergie consommée et permettant d'utiliser le concept de l'exergie pour optimiser en plus des échanges entre les fluides chauds et les fluides froids, l'intégration automatique des pompes à chaleur, des systèmes de cogénération, des systèmes d'absorption. Donc, ces outils existent à l'international. En France, à l'école des mines, on développe une plateforme qui s'appelle CRS, qui est une plateforme d'optimisation qui intègre des optimiseurs et des liens vers des moyens de simulation permettant de réaliser un certain nombre d'optimisations et d'aboutir à des solutions de ce type-là. Donc c'est une plateforme open source qu'on distribue. Alors la troisième question. Quel TRI ou payback simplifié sur l'exemple montré de sécheur? Quel TRI ou payback simplifié sur l'exemple montré de sécheur? Donc à ce stade, on a fait des évaluations préliminaires, puisque vous avez bien compris qu'il s'agit d'un démonstrateur à échelle semi-industrielle, donc on n'est pas à l'échelle 1, mais les estimations qu'on a faites amènent à des temps de retour sur investissement de l'ordre de 3 ans. D'accord. Question, comment on peut évaluer le temps qui sépare un concept de la mise en œuvre d'un système nouveau et innovant? Il y a plusieurs étapes qui définissent la conception et la réalisation de cette démonstration. Là, en l'occurrence, entre le moment où on a identifié la PAC et on a réalisé les premiers calculs et le moment où on a réalisé le pilote, il s'est passé 18 mois. Je dirais que, comme l'a indiqué Jérémy, on a profité d'un transfert de technologie venant d'autres applications qui nous ont permis de trouver des composants intéressants et utilisables pour cette fin. Bon, bien entendu, à partir de notre démonstration, il va falloir réaliser une démonstration, cette fois-ci à l'échelle industrielle, et puis passer en mode commercial avec des produits, cette fois-ci, certifiés, ainsi de suite. Il faut savoir que le soutien financier et puis l'intérêt des partenaires industriels font que ceci a été possible. Donc là, en l'occurrence, c'est EDF R&D qui nous a soutenus sur ce développement et donc ceci a permis d'aller assez vite. Alors, nouvelle question. À propos de l'exemple donc avec le sécheur, quelle est la sensibilité de la solution préconisée vis-à-vis de l'encrassement de l'air par l'air procédé? Pardon, je repose la question. Quelle est la sensibilité de la solution préconisée vis-à-vis de l'encrassement par l'air procédé? Donc vous avez, c'est une très très bonne question. Donc l'encrassement des échangeurs va conduire systématiquement à une dégradation de l'écart de du coefficient d'échange et donc de l'écart de température entre l'air et le fluide, donc une baisse du COP probablement. Donc il s'agit d'un challenge sur le développement des échangeurs eux-mêmes. Donc la solution qu'on a choisie est une solution qui intègre déjà cette contrainte, puisqu'on a travaillé sur des échangeurs avec des pas d'ailettes
assez espacés, permettant d'éviter, on va dire, des encrassements accélérés et rapides. Donc, effectivement, il faut imaginer un moyen de nettoyer à un rythme assez espacé ces échangeurs-là. On l'a expérimenté dans d'autres domaines et on a vu que la récupération de chaleur sur de flux encrassants, si elle est conçue à la base, elle ne pose pas de problème vraiment. Mais c'est un vrai sujet. Merci pour la réponse. Alors, une nouvelle question. On va encore peut-être faire 5 minutes de questions avant de conclure. D'une manière générale, les industriels avec qui vous collaborez perçoivent-ils la plus-value environnementale, économique par exemple, apportée par ces méthodes d'optimisation vis-à-vis des investissements nécessaires? La plupart du temps, les industriels avec qui on travaille s'impliquent dans les projets que parce qu'ils voient un intérêt industriel et économique. Donc, je pense que c'est rare de voir un industriel qui fait de la recherche et le développement pour juste le plaisir de le faire. C'est sûr que souvent on travaille avec des gens qui sont assez pionniers, c'est-à-dire ils prennent le risque et ils anticipent aussi des besoins. Mais la plupart du temps, on aboutit à des temps de retour sur investissement qui restent quand même assez acceptables par l'industrie en général. Donc, la plupart du temps, l'intérêt est assez démontré pour les industriels. Merci. Donc, nouvelle question. Merci. Donc, nouvelle question. Dans certains secteurs industriels, les paramètres opératoires des procédés peuvent varier. Quel impact ont ces variations sur l'identification ou la conception des solutions d'efficacité énergétique? Est-il possible d'inscrire cet aspect dans une étude? Là aussi, c'est une excellente question. La fluctuation du procédé est un vrai sujet et c'est sûr que si on conçoit les solutions d'intégration énergétique sans tenir compte de cette fluctuation, on aboutit à des systèmes inopérables et pas fonctionnels. Donc la réponse est oui, c'est dès le début, les fluctuations doivent être prises en compte et je dirais qu'ils amènent souvent à une intégration dans la solution de moyens redondants ou des moyens de compensation pour pallier aux fluctuations. Quand les fluctuations sont très importantes, comme les procédés non continus, donc les procédés batch, ou des procédés avec des fonctionnements très variables dès le départ, là, l'analyse intègre d'entrée de jeu le paramètre temps et la possibilité de stockage de l'énergie. Et cette fois-ci, c'est grâce à des systèmes de stockage de l'énergie qu'on arrivera à faire de l'intégration énergétique. Merci, on va encore poser deux questions. Donc, quelles sont les technologies innovantes que vous voyez que vous estimez intéressantes d'ici 3 à 7 ans? Question un peu brute, mais... Bon, c'est vrai que là, vous me demandez de vous donner mon plan de développement dans les années à venir, mais je pense que la valorisation de la chaleur est un sujet qui reste malgré tout d'actualité. La montée en température des pompes à chaleur est un vrai sujet technologique. Et puis, la valorisation de la chaleur pour faire du froid
malgré le fait que les machines à absorption existent depuis un certain nombre d'années, c'est un vrai sujet d'aller vers des systèmes à absorption qui permettent de réaliser du froid à basse température et puis d'utiliser ce qu'on appelle les thermotransformateurs pour aller à haute température. Et il y a un vrai sujet sur les échangeurs de chaleur qui reste quand même une grande question. On a eu la question tout à l'heure sur les échangeurs qui permettent de résister à l'encrassement, sur les technologies à bas coût d'échangeurs, puisque le critère économique est fondamental, donc il faut pouvoir le traiter. Et puis, on a évoqué les procédés fluctuants, donc le stockage de l'énergie est un sujet central pour pouvoir proposer une intégration énergétique des systèmes intégrés avec un coût acceptable. Alors, on va poser une dernière question. L'exemple du sécheur est un procédé principalement consommateur de chaleur. Quel est le potentiel de la méthode sur les procédés principalement consommateurs d'énergie mécanique ou électrique ou consommateurs de chaleur? Donc effectivement, la méthode du pincement a été conçue pour les procédés où il y a des besoins de chaleur et de froid. Quand on est face à des systèmes utilisant de l'énergie mécanique, si c'est de l'énergie mécanique utilisée pour le transfert ou pour la déformation mécanique, on peut se poser les questions d'une façon différente, puisque là, on peut soit être dans l'aspect logistique ou dans l'aspect d'optimiser le schéma de l'usine. Mais quand l'énergie mécanique est utilisée par exemple pour faire du froid, la question reste entière et je dirais que ça renforce le besoin d'intégrer l'exergie en plus de la méthode du pincement. Après, l'énergie mécanique peut être un besoin de propulsion avec un couplage avec d'autres besoins thermiques et de froid, et dans ce cas-là, on peut coupler d'une façon assez intéressante les différentes approches. Je ne sais pas si j'ai bien saisi cette dernière question, mais en tout cas, j'ai essayé de répondre dans ce sens-là. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour les questions. On va conclure. Je voudrais juste vous rappeler, avant de terminer ce webinaire, que vous pouvez retrouver les articles des bases documentaires relatives à l'efficacité énergétique et à toute l'énergie en général sur le site des techniques de l'ingénieur à la rubrique ressources documentaires. Et je vous rappelle les rendez-vous Carnot le 18 et 19 novembre à Paris, avec un programme organisé en partenariat avec les techniques de l'ingénieur. Vous avez le lien vers les rendez-vous Carnot qui s'affiche sur l'écran. Et vous rappelez également qu'une conférence sur le thème de l'efficacité énergétique des procédés industriels aura également lieu lors des rendez-vous Carnot et sera aussi animée par Assad Zougaib et Jérémy Fricker. Assad et Jérémy, merci beaucoup. Et nous allons désormais clore ce webinaire et vous pourrez retrouver donc la vidéo de ce webinaire en ligne sur le site des techniques de l'ingénieur dans les prochains jours. Merci à tous pour votre attention et bonne fin de journée. Merci, au revoir.